Dans cette troisième partie, on va parler de ta carrière de joueur. On va parler surtout, celle qui nous intéresse, c'est forcément tes années à Arsenal et donc l'épopée des Invincibles, même s'il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres titres à côté. Sur l'héritage des Invincibles, je vais dire 4 noms, donc Arsène Wenger, Thierry Henry, Patrick Vieira et donc Robert Pires. Donc c'est 4 Français, 4 noms dont du coup tu fais partie et qui ont marqué une génération. Est-ce que tu te rends compte du nombre de fans, du nombre de Français qui sont tombés amoureux d'Arsenal? Je parle en connaissance de cause. Grâce à vous, est-ce que vous en aviez conscience à l'époque et est-ce que tu en as conscience maintenant? Pour répondre à la question, est-ce que j'en avais conscience à l'époque? Oui, parce que les gens, en fait, je sais pas pourquoi, mais les gens, c'était peut-être par rapport à la French Connection, tout ça arbitré par Arsène Wenger. Et après, vous avez oublié Sylvain Wiltord. Il y en a beaucoup d'autres qu'on n'a pas cités, mais oui. Oui, non, mais je plaisante. Mais disons que je réponds oui, parce qu'en fait, les gens, je ne sais pas pourquoi, ils voulaient absolument voir tous nos matchs. Parce que quoi qu'il arrive, il se passait quelque chose. Et à l'époque, il y avait une émission sur Canal, justement, l'équipe du dimanche, et les gens voulaient absolument voir tous les buts d'Arsenal. Et c'est pour ça qu'on savait l'impact qu'on avait créé à ce moment-là. Et c'était peut-être l'équipe, côté France, c'était peut-être l'équipe préférée de tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui encore, je m'en rends compte. Ouais. Les gens. En fait, ce qui est marrant avec aujourd'hui, c'est que les gens restent vraiment nostalgiques de ces années-là. Du coup, on parle en connaissance de cause puisqu'on a tous les deux entre 23 et 24 ans et donc on est né, on a grandi avec les grandes années d'Arsenal et maintenant donc c'est un peu redescendu. Mais du coup, avant que tu as quitté Arsenal en 2006, mais avant 2006. Donc on en parlait, Arsenal a vécu un peu a vécu les meilleures années de son histoire. Comment c'était de vivre au quotidien avec les joueurs, tes coéquipiers, ces invincibles et d'autres, de cette équipe qui était quasiment invincible pendant plusieurs années. Alors il y a eu une seule année où vous avez été invaincu, mais l'équipe était très très performante pendant de nombreuses années. Ouais, oui, bien sûr, on a été performant. Après, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la statistique elle-même quand on la regarde. Mais je pense qu'en fait, c'est Arsène Wenger qui a créé ça, qui est allé chercher pour lui les meilleurs joueurs en France, en Espagne, en Hollande. Je crois qu'un mec comme Dennis Bergkamp, il fallait aller le trouver et puis surtout bien lui parler parce qu'attention, Dennis, il prenait jamais l'avion. Donc c'est un coup dur pour nous parce que c'est un joueur important, mais il a su trouver, il a su trouver les mots et puis après le talent. Je crois que le talent a fait parfois la différence. Et puis surtout, il y avait vraiment, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais il y avait vraiment des compétiteurs, quoi. Le premier pour moi, ça a été Tony Adams. Et ouais, quand je suis arrivé, c'était pas très bon, alors honnêtement pas très bon techniquement, hein. mais je peux vous dire que dans le spirit anglais, il était parfait. Ouais. Donc voilà, tout ça, c'est le mélange qu'a créé Arsène Wenger. Tu parlais de Adams, il y a aussi David Seaman, Martin Keown, Dixon, Parler. Comment est-ce que ce mélange, cette cohésion s'est faite avec du coup tous les Frenchies et puis aussi les d'autres joueurs étrangers? Sur un plan personnel, ça s'est très bien passé. Et puis surtout, je ne veux pas oublier les joueurs qui sont passés avant nous et qui nous ont fait vraiment du bien. Le premier, c'est Rémi Garde. Et puis ensuite, vous avez eu Nico Anelka, Manu Petit, et ce sont des joueurs qui, aux yeux des Anglais, vous voyez ce que je veux dire, nous ont ouvert la porte. Donc on s'est engouffré, on en a profité. Et puis après, ça s'est bien passé. Et c'est pour ça que le mélange après entre les Anglais et les Français était plutôt bon. Même, attention, même si sur le terrain, un mec comme Lee Dixon, par exemple, tous les jours, s'il pouvait me faire mal, toujours régulier, il n'allait pas se gêner.
Donc voilà, mais ça, c'est juste la mentalité anglaise. C'est comme ça. Il faut s'adapter à ça. Et justement, en parlant de cette mentalité anglaise, donc pendant 10 ans ou plus même encore, il y a eu des sacrées rivalités, notamment contre Manchester United ou Tottenham. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces matchs étaient aussi spéciaux et qu'est-ce que ça fait tout simplement de vivre des matchs comme ça avec une intensité incroyable? En fait, vous savez, il y avait deux matchs qu'il fallait pas louper ou ne pas perdre. Le premier, c'était Manchester United parce qu'en fait, les deux à l'époque jouaient pour le titre. Donc un coup c'était Arsenal, après c'était Manchester. Après, il s'est créé en Angleterre la petite rivalité entre Wenger et Ferguson. Et puis le fait de jouer aussi à Old Trafford ou à Highbury, c'était particulier, c'était même chaud bouillant parfois. Je pense qu'il y a des images qui ont circulé dans le tunnel entre Pat Vieira et Roy Keane. Donc ça, c'était vraiment pour le titre. Et puis l'autre match, vous le savez, vous qui êtes fan d'Arsenal, c'est le derby face à Tottenham. En fait, c'est le match qu'on n'avait pas le droit de perdre. Impossible. Impossible. Mais d'ailleurs, c'est pas mal. D'ailleurs, tu ne l'as jamais perdu. Personnellement, non. Même avec Arsenal, hein, pendant 6 ans, on n'a jamais perdu contre eux. T'as mis 8 buts en 11 matchs contre eux, c'est ça? Exactement, ouais. Qu'est-ce qui t'animait? Qu'est-ce qui faisait ce petit surplus peut-être avant chaque rencontre contre eux? C'est ce que tu nous expliquais justement, cette volonté, quoi. Ouais, oui, parce que en fait, je sais pas là je parle pour moi, hein, mais en fait quand il y avait un derby, je sais pas pourquoi ça me motivait toujours. Ouais. Que ce soit même à l'époque contre Metz et quand on jouait contre Nancy, pareil. J'étais hyper motivé. Attention, je le suis toujours, mais en fait, ce match, il a une saveur particulière. Pas pour moi, hein, ou ni pour les joueurs, mais c'est surtout pour vous, les supporters. En fait, on savait qu'en gagnant ce match, on allait rendre les gens heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était une autre source de motivation, ça qui était bien. Pour rendre les fans heureux, vous avez fait en 2004 les Invincibles, vous avez gagné le titre là-bas, à White Hart Lane. Donc, mais tant qu'à faire, autant gagner chez l'ennemi. Mais non, après, non, attention, non, après, c'était pas prévu. Le hasard du calendrier fait que on a été déclaré champion à White Hart Lane en faisant un match nul de 2. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, quand vous allez à l'Emirates, les gens chantent cette chanson, comme quoi on est allé gagner le championnat à White Hart Lane. Donc les gens n'oublient pas, c'est ça qui est fort. On va dire 15 ans après que tu aies quitté Arsenal, une question un petit peu plus générale, comment est-ce que tu décrirais ton passage à Arsenal et ta carrière chez les Gunners? Je sais pas, honnêtement. Moi, j'ai jamais trop aimé parler de moi. Je crois qu'en fait, ça, c'est une question qu'il faut poser à Arsène Wenger, parce que ça a été mon entraîneur. Et puis à vous, les fans. Après, vous savez, le plus important quand on joue dans un club comme Arsenal, c'est toujours les titres et le palmarès. Et là-dessus, je vais pas me plaindre, parce qu'on a fait vraiment tout ce qu'il fallait pour remporter le maximum de coupes. On aurait aimé être champion d'Europe en 2006 face à Barcelone. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais globalement, je pense que j'ai atteint mon meilleur niveau sous le maillot d'Arsenal, et parce que j'avais un grand entraîneur, et puis surtout parce qu'autour de moi, j'avais des grands joueurs. Et quand on est jeune joueur, au niveau de la progression, honnêtement, c'est pour moi le fait d'être avec Bergkamp, Henry, Vieira tous les jours, je n'ai fait que progresser, tout simplement. Avant de parler des sujets qui fâchent, justement, tu parlais de 2006. Est-ce que on peut parler aussi du coup de la saison 2002 où tu te blesses, et tu avais du coup juste avant atteint presque, j'avais regardé un documentaire il y a pas longtemps où tu disais toi-même avoir atteint ton meilleur niveau à ces premiers mois de 2002. Ouais. Est-ce que c'est un peu la saison où tu as peut-être le plus de regrets avec ta blessure qui te fait manquer la Coupe du Monde et le doublé, même si à la fin de la saison les joueurs t'ont célébré sur la pelouse d'Highbury?
je vais peut-être te surprendre, mais j'ai aucun regret, quoi, par rapport à ma carrière. Quand je fais l'analyse de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai parcouru, en fait, la blessure, ça fait partie du jeu. Bien sûr, on essaye toujours de l'éviter. Je pense que la saison 2001-2002 jusqu'à cette blessure, pour moi, c'était ma meilleure saison. J'étais très bien, j'étais très bon, je trouve aussi. Et puis voilà, il y a cette blessure qui fait que je loupe le mondial 2002 avec la France, mais en fin de saison, on est champion, quoi. On fait le doublé, donc ça c'est plutôt rassurant malgré la blessure. Et dans cette saison, tu fais une passe décisive. Tu dois forcément t'en souvenir de cette passe décisive pour un certain Dennis Bergkamp sur l'un des, enfin si ce n'est le plus beau but de l'histoire de la Première Ligue. C'est quoi un peu ta réaction quand tu fais cette passe et que tu vois Dennis Bergkamp tenter ce geste, le réaliser et le réussir? En fait, sur le coup, je suis un petit peu comme tout le monde, c'est que j'y crois pas. Mais après, quand tu connais le personnage, il y a très peu de joueurs capables de faire ça. Vraiment très très peu, parce que ça prouve une chose, c'est que techniquement, pour faire ça, il faut être armé, il faut être fort. Et il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est certainement l'un des plus beaux buts que la Première Ligue ait pu voir. Ouais. Parce que si tu fais l'analyse, pour ceux qui l'ont pas vu, si tu fais l'analyse du but, en fait, tout est propre, tout est beau et tout est pur. En fait, c'est fluide. Tout ce qu'il nous a fait, Dennis Bergkamp, le contrôle, le fait de passer et de l'autre côté, et moi, ce que j'aime, en fait, c'est la finition. La finition, en fait, il est extrêmement calme. C'est ça qui est fort, en fait. C'est ça qui est fort. On va parler du coup de 2006 et aussi de ta relation, plus pour les dernières questions, avec Arsène Wenger, parce qu'on n'en a pas encore parlé et ça je pense que ça intéresse énormément de monde. Mais pour 2006, y a Arsène Wenger, il y a un an maintenant, à une conférence à laquelle j'avais pu assister, il avait dit, donc la question c'était sur sa pire décision dans sa vie. Il avait répondu, la pire décision de ma vie et que je regrette, c'est d'avoir sorti Robert Pires en 2006 en finale de la Ligue des Champions. Je sais qu'il ne me le pardonnera jamais, mais je l'accepte. Est-ce qu'avec le recul des années, tu lui pardonnes ou est-ce que c'est toujours très compliqué, même 15 ans après? Mais on en a parlé parce que en fait, je lui ai déjà pardonné parce que et comme quoi être entraîneur c'est délicat, c'est compliqué. Parce que je sais que je m'évolue à ce moment-là, bien sûr, mais il le sait, mais n'importe quel joueur aurait aimé continuer la finale, mais ça veut dire qu'entraîneur c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut aller vite dans une décision comme celle-ci. Finale de Champions League à Paris, c'est pas évident. Mais j'en ai parlé avec lui et puis en fait tout est rentré dans l'ordre. Après, mais je sais que c'est sa pire décision parce qu'il me l'a dit. Il me l'a dit donc. Mais j'ai aucun problème là-dessus, non, aucun. Mais on se reparle, hein. Il n'y a aucun souci avec Arsène. C'est ce que j'allais te demander. T'as toujours des rapports avec lui. Tu oui. Discutes toujours un peu avec lui, ouais. Tout le temps. On s'envoie des messages. Et moi, je suis content. Je suis content parce que, en fait, mes meilleures années, c'est certainement sous ses ordres. Et grâce à lui, j'ai pu jouer dans un grand club comme Arsenal. On a pu être champion d'Angleterre. Donc, non, mais je ne peux pas lui en vouloir. Même s'il y a ce petit accrochage en finale de Champions League, mais après, en fait, j'oublie pas le reste. En fait, c'est ça qui est important pour moi. Ouais. Et du coup, quelle était un peu, pendant ces longues années jusqu'à ce que tu quittes Arsenal, quelle était un peu ta relation avec Arsène Wenger? Et est-ce que tu peux nous parler de l'homme et de comment il est avec ses joueurs, peut-être encore plus avec les Français, même si c'est avec tout le monde, j'ai l'impression? Mais de toute façon, vous savez, moi j'ai toujours eu, et j'ai encore une très bonne relation avec lui. Moi je me souviens parce que, moi je vais revenir longtemps en arrière, mais à l'époque où j'étais à Metz, lui était entraîneur de Monaco et il me voulait absolument. Et donc il y a l'été 98, en fait je décide d'aller à Marseille. Et lui il m'a dit, écoute, il n'y a aucun problème, mais
tu finiras par jouer pour moi. Et je lui dis, ouais, peut-être, on ne sait pas. Et 2 ans après, je pars à Arsenal avec Arsène Wenger. Comment il est comme entraîneur? Honnêtement, il est top et il est facile. Et parce que si vous allez dans son sens, et en tout cas sur un plan personnel, j'étais extrêmement libre sur le terrain. Il me disait, toi, tu es un joueur offensif, fais ce que tu as à faire, ne t'inquiète pas, il y a des joueurs qui vont défendre pour toi. Moi, je ne dois pas le dire, mais c'est comme ça. Et effectivement, j'avais Ashley Cole et Patrick Vieira derrière moi. Donc c'était plutôt pas mal. Et j'ai beaucoup appris. Honnêtement, j'ai beaucoup appris pendant 6 ans avec lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il a su t'apporter quand tu es arrivé et que du coup tu as mis ces quelques mois d'adaptation à la première ligue? Qu'est-ce que lui il t'a dit? Je pense qu'il connaissait énormément mes qualités et c'est pour ça qu'il m'a pris pour remplacer Marc Overmars. Et c'est pour ça qu'au début ça a été difficile parce que les gens, en fait, vous savez, ils aiment bien toujours comparer. Bon, c'est comme ça et ça fait partie du jeu. Et puis surtout, personne en Angleterre me connaissait, quoi. Et les gens, pour être rapide, c'est qu'à l'époque, les gens, surtout les fans d'Arsenal, ne comprenaient pas qu'on puisse perdre un joueur de qualité comme Overmars remplacé par un joueur inconnu qui vient de Marseille. Donc moi, Pires. Et les gens, en fait, ne comprenaient pas. Et sur cette période délicate, en fait, Arsène, il me parlait beaucoup. Il me disait, ne t'inquiète pas, ça va venir, j'ai confiance en toi. Puis après, vous savez, quand vous jouez, même si vous n'êtes pas bon, mais vous jouez et que vous avez la confiance de votre entraîneur, un jour ou l'autre, tu vas réussir, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que c'est ce qui a aussi, avec le changement dans le football, le changement des mentalités aussi, est-ce que c'est ce qui a, on va dire, coûté sa fin, même si c'est pas la bonne expression, le fait que les joueurs aient un peu changé mentalement, physiquement, le fait que le football ait changé, cette confiance absolue en ses joueurs, est-ce que ça lui a un peu fait défaut sur la fin? Je pense que non, c'est pas le fait que les joueurs ne puissent pas répondre à son message, mais je pense que, en fait, peut-être que le nouveau football a été trop vite pour lui. Et en fait, on s'aperçoit que même pour les entraîneurs, il faut vite réagir, il faut vite s'adapter à la situation. Aujourd'hui, je le vois par exemple avec José Mourinho qui est un peu quand même en difficulté. Et attention, on parle de Mourinho quand même. Donc c'est pour ça que, en fait, je m'aperçois que même pour un entraîneur, à chaque fois, il faut se remettre en question. Et je l'ai dit il y a quelques mois, moi je trouvais qu'Arsène à la fin, il était un peu fatigué de la situation. Ouais. Avec le club, ouais. Est-ce que tu aimerais qu'il revienne au club, déjà voir des matchs, mais aussi par exemple que le club lui rende hommage avec une statue? Est-ce que tu aimerais qu'il revienne et qu'il soit plus présent pour Arsenal, sachant son amour pour le club? Moi, non, mais de toute façon, là, pour l'amour pour le club qu'il a, ça, j'ai aucun doute. Ça, je le sais. C'est à 100%. Maintenant, concernant la statue, je pense que c'est pas trop ce qu'il recherche, mais ce qui serait bien pour le club, c'est que Arsenal puisse s'appuyer sur Arsène Wenger. Je crois qu'on est en train de parler d'un monument ici, qui connaît parfaitement le football anglais, qui a été dans les meilleures années de la Première Ligue, et je crois qu'il faut le dire, même s'il y a eu cette rivalité avec Sir Alex Ferguson. Mais pour moi, ce serait une bonne chose qu'Arsenal puisse l'appeler pour, pourquoi pas, intégrer l'organigramme du club un jour ou l'autre. Ouais. Et on sait, Mikel Arteta, très influencé par Pep Guardiola aussi, mais est-ce que tu retrouves un petit peu de Wenger qui a eu Arteta comme joueur aussi? Est-ce que tu retrouves un petit peu ce côté que Wenger avait dans sa façon d'entraîner chez Arteta? Ah ouais, bien sûr, mais de toute façon, quand je vois un peu Mikel aujourd'hui par rapport aux entraînements qu'il propose aux joueurs, ouais, il y a un mélange de Wenger et de Guardiola. Tout simplement parce que, en fait, ce que demande Mikel Arteta à ses joueurs, c'est la possession et de repartir du gardien. Et il dit même à ses défenseurs, si vous êtes en difficulté, n'ayez pas peur, jouez avec votre gardien parce qu'en fait, il fait partie du jeu. Et comme ça, une fois qu'il a le ballon, vous repartez de derrière et vous trouvez des solutions.
Et nous, à l'époque, c'est ce qu'on faisait. Et c'est ce que Mikel a appris avec Guardiola. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il met en pratique avec Arsenal. Et on le voit. Moi, je trouve que depuis qu'il est arrivé, ça va nettement mieux. Donc, il y a une vraie progression et il y a un vrai travail qui a été fait de Mikel Arteta. Ouais. Est-ce que du coup, pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais un message à faire passer à tous ceux qui vont nous écouter et tous les supporters d'Arsenal dans le monde? Vous savez, un message, moi je pense que le plus important, même si aujourd'hui on n'a pas de très bons résultats, même si au niveau du classement on n'est pas très bien, je crois que en fait le plus important c'est toujours de croire en son club et surtout de le soutenir. En fait on voit les vrais supporters quand on n'est pas dans une bonne situation. Oui, quand tu gagnes, quand tu soulèves les trophées, tout le monde est derrière toi, tu es le plus fort. Et je crois qu'un vrai supporter, c'est quand il est derrière son équipe, quand la situation lui échappe un peu. Et pour ça, je leur demanderai toujours d'être fidèles. Moi, je le suis, même si aujourd'hui je souffre parce que les joueurs, je les connais, parce que je sais qu'il y a de la qualité, qu'on peut gagner quelque chose. Mais il faut toujours être derrière son groupe et ses joueurs et son entraîneur. Je crois que c'est important, ça. Ouais. Rester fidèle. Et ben, je crois que c'est le mot le plus parfait qu'on pouvait avoir pour finir cette interview. Alors, merci vraiment beaucoup, Robert, d'avoir été avec nous. Je pense que je peux parler pour l'ensemble des fans d'Arsenal, personnellement, pour Lucas, pour toute notre équipe. Merci et on a été hyper honorés de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. Bravo à Lucas de m'avoir contacté. Merci pour ta réactivité et ta gentillesse. Merci. See you soon. Allez, au revoir. Ciao les gars, à bientôt.